Bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous. Je suis venue justement parce que c'est à l'université et c'est très important que vous, en tant que jeune, vous ayez toutes les vérités, comme l'a dit son Excellence tout à l'heure, parce que je n'ai pas le même point de vue que mon voisin. Donc ça vous permettra de faire la part des choses. Comme l'a dit le modérateur dès le début, normalement, on ne devrait pas opposer l'intégration africaine et panafricanisme. Parce que le panafricanisme est un objectif et l'intégration africaine fait partie du processus pour atteindre le panafricanisme. Donc, on devrait tout simplement demander où on en est avec le panafricanisme ou alors où on en est avec l'intégration africaine. Comme l'a dit mon voisin, il y a deux tendances qui s'affrontent. Une qui prétend qu'il est mieux que les États restent indépendants en griffe et qu'on construise une coopération qui mènera au panafricanisme. Et il y a une autre tendance, celle des Nkrumah, qui dit qu'il faut plutôt que les pays se confondent pour créer un seul État africain. Voilà. Il se trouve que dès la naissance, bon, je ne sais pas, on n'a pas le temps de faire l'historique. Bon, donc, on va essayer de résumer l'histoire. Le panafricanisme lui-même a commencé avec l'esclavage. Avec l'esclavage, c'était le panafricanisme culturel parce que les Américains et les Africains déportés en Amérique étaient à la recherche de leurs origines. Donc c'est parti de là. Et puis ensuite, avec la 5e conférence panafricaine de Manchester, en 1945, le panafricanisme politique est né. Celui-là, il lutte pour une souveraineté des États africains. C'est comme ça qu'on a demandé, enfin, c'est de là qu'est partie la lutte pour les indépendances. Voilà. Je ne vais pas m'étaler dessus parce qu'on dit que j'ai 10 minutes. Donc on va laisser l'histoire pour dire que le processus d'intégration a commencé donc avec la création de l'Union africaine, l'organisation de l'unité africaine en 1963, le 25 mai plus précisément. Et puis après, ça a évolué pour aller à l'Union africaine sous l'impulsion du guide libyen Kadhafi. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le processus d'intégration africaine, on veut créer les conditions qui fassent que les Africains aient tout en commun. Et si possible, même un pays en commun. Si on veut simplifier les choses, on va essayer de les simplifier. Et donc, dans les décisions qui ont été prises pour qu'on aboutisse au panafricanisme, il y avait la nécessité de créer la liberté des biens et des marchandises. Donc, c'est comme ça qu'ils ont créé ce qu'ils ont appelé la ZLECAf, la zone de libre-échange du continent africain, continental africain. Mais il y a des freins à tout ça. Les gens avaient voulu, par exemple, qu'on ait un seul passeport africain. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas une réalité. C'est la CEDEAO qui a essayé un peu de faire les choses. Ils avaient voulu aussi créer des passerelles pour qu'au niveau des infrastructures, on puisse véritablement les utiliser de façon, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas créer des infrastructures interafricaines. Ça aussi, jusqu'à présent, il y a un frein. Donc, pour pouvoir créer le cadre, pour que le panafricanisme soit une réalité, il y a des réflexions qui ont été menées. Ils ont créé la banque, enfin créé. Comme tout ça, ça ne fonctionne pas, on va en parler quand même. Ils ont créé la Banque centrale africaine qui devait avoir son siège à Lagos. Ils ont créé aussi le Fonds monétaire africain. Vous voyez, tout ce que je dis là, vous voyez un peu qu'ils ont correspondant dans le monde occidental.
parce qu'il était important que l'Afrique ait sa monnaie. Est-ce que vous voyez? On a créé aussi une banque d'investissement, parce que quand on crée toutes ces banques, c'est pour pouvoir investir, pour pouvoir financer nous-mêmes le développement de l'Afrique. C'est pour ça que parfois vous entendez autodétermination, il y en a qui l'assimilent au populisme, mais bon, ça c'est un raccourci. La vérité, c'est que les Africains veulent décider par eux-mêmes ou eux-mêmes. Est-ce que vous voyez? Mais les gens se sont arrangés pour que tous ces instruments ne fonctionnent pas. Ils ont été créés, mais ils ne fonctionnent pas. Et la raison fondamentale pour laquelle ils ne fonctionnent pas, c'est le manque de solidarité entre les États. Parce que pendant que certains États disent qu'il faut s'unir maintenant, d'autres qui sont restés dans le biberonisme disent non, on n'est pas encore prêt, il faut que chaque État reste dans son coin et puis on va collaborer. C'est dans ça aussi qu'on fait en sorte que certains États ne soient jamais indépendants. Est-ce que vous voyez? J'essaie de simplifier pour vous. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation en Afrique. L'intégration africaine est difficile, est rendue difficile parce que tous les instruments qui ont été créés pour qu'elles soient effectives ne sont pas fonctionnels et parce que du point de vue politique, nos chefs d'État ne sont pas sur la même longueur d'onde. Certains veulent rester attachés aux institutions occidentales pour développer l'Afrique. D'autres disent non, il faut que l'Afrique se développe par elle-même parce que c'est elle qui a toutes les ressources. Je vous donne un exemple. Pour la télécommunication, nous dépensons en Afrique 500 millions de dollars par an pour utiliser les satellites des Occidentaux. Alors que si nous devons avoir notre propre satellite, nous dépenserons 400 millions de dollars, oui, mais pour 20 ans. Vous voyez un peu le paradoxe. Est-ce que si on est normal, on peut accepter ça? Et cet exemple-là, vous pouvez l'étendre à tout. C'est pour cela que récemment, en Afrique, vous avez pu constater la création de l'AES. Je ne me prononcerai pas sur comment chaque État a changé de dirigeant. On le sait tous. Ce n'est pas ce qui est important par rapport à la question qui nous réunit. Par rapport à la question qui nous réunit, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous a fait croire, ou au moins on a créé les conditions pour que tout ce qui avait été créé, pour que le panafricanisme soit une réalité, ne fonctionne pas, pour maintenir nos États dans cette dépendance qui permet à l'Occident de nous exploiter comme il veut. Est-ce que vous voyez? Maintenant, avec l'exemple de l'AES, on se rend compte qu'on n'est pas si jeune que ça. Et que si on veut, on peut. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina et le Niger sont en train de montrer de façon embryonnaire qu'il est possible d'unir les États africains politiquement, économiquement, militairement et même culturellement. Donc, comme le temps n'est pas long, je voulais juste vous dire, ça n'engage pas mon organisation, ça m'engage mon seul. Moi, je suis en faveur de ceux qui disent qu'on est prêt, c'est une question de volonté, pourvu qu'on ait des chefs d'État qui soient dans cette logique. Tant qu'on aura... des chefs d'État qui sont d'accord pour que nous soyons toujours arrimés à cette pseudo-indépendance que l'Occident veut nous faire croire, nous n'arriverons jamais au panafricanisme. Mais si on a des chefs d'État qui sont dans la même vision que ceux de l'AES, on va y arriver et c'est possible, ça se voit avec l'AES. Je vous remercie. Quelle que soit la situation que vous avez en face, vous avez 3 questions à vous poser pour savoir comment prendre la bonne décision. Demandez-vous si les principes sont respectés.
respecter, demandez-vous comment faire pour changer cela. Et une fois que vous avez trouvé comment faire pour changer cela, demandez-vous qui seront vos meilleurs alliés. Si vous avez répondu à ces trois questions, vous allez faire forcément en votre âme et conscience ce qu'il est important de faire. C'est très important et cela s'applique à tous les domaines de votre vie. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez laisser les gens vous distraire. Si vous ne faites pas ça, vous allez devenir un mouton et puis suivre les autres, sans savoir ce que vous faites, où vous allez. C'est très important. Donc, pour revenir au sujet qui nous réunit, on n'a jamais dit à quelqu'un d'accuser l'Occident et puis de s'asseoir pour croiser les bras. On n'a jamais dit ça. Il n'y a que le travail qui permet d'avancer. Mais par rapport à ce que je viens de vous dire, et précisément par rapport à la CEDEAO, dont l'éloge a été fait tout à l'heure, je dirais que c'est trop facile d'accuser les autres États voyous, d'États bandits, pendant qu'il y a des bandits même à la tête des États qui dirigent la CEDEAO. Ce sont ceux qui ont fait des coups d'État constitutionnels avec la complicité de la CEDEAO. Elle-même ne respecte pas ses textes. Si la CEDEAO respectait ses textes, l'AES ne serait jamais née. Donc, si vous voulez des exemples, c'est pas compliqué. On va commencer en Côte d'Ivoire. Dans notre constitution, il était clairement écrit. Donc la question que je me posais, c'est quel texte la CEDEAO n'a pas été écrit? Je répondais à votre question, mais j'en arrive. En Côte d'Ivoire, on a dit dans notre constitution de 2016, même dans la constitution de 2000, que le président a droit à 2 mandats. Alléluia. On n'a pas précisé que si jamais la Constitution change, le compteur part à 0. Mais dans les pays de la CEDEAO, chaque fois que des élections arrivent, on modifie les constitutions et on fait un pas
Voilà. Maintenant, on va poursuivre sur les questions. Il y a le premier intervenant qui a demandé si le renouvellement de la classe politique est la solution. Ce n'est même pas la solution, c'est la clé. C'est la clé. Parce que si nous sommes dirigés par des gens qui ne respectent pas les constitutions, par des gens qui ne respectent pas les lois, rien ne va changer. Il faut qu'on soit dirigé par des gens qui sont dans la vision de ce que nous voulons. Et donc, comme on est en train de parler de panafricanisme, si on veut arriver à ça, il faut qu'on soit dirigé par des dirigeants qui sont dans la vision panafricaniste, de sorte que